Nous en sommes à plusieurs centaines d'injures violemment homophobes et aussi des menaces de mort. On me propose de me mettre une balle, je cite, hein, une balle dans la gueule, pas un ballon, hein, une balle dans la gueule. Donc c'est effectivement des menaces de mort qui sont extrêmement difficiles à vivre. Nous attendions un soutien public de la ministre des Sports, hein, compte tenu du fait que des militants qui se battent pour le respect des droits humains sont menacés de mort. Nous avons eu des échanges avec son cabinet et nous avons malheureusement eu un refus d'une expression de soutien public de la ministre. La ministre qui a fini par tweeter un peu à l'arrache une espèce de message assez ambigu et assez polémique, nous reprochant d'avoir refusé une aide technique pour faire un signalement sur Pharos. Excusez-moi, mais moi je suis menacé de mort, je ne fais pas un signalement sur Pharos. Je demande à mes avocats de me défendre. Il nous semblait naturel qu'elle fasse ce message de soutien, et on était aussi naïfs pour croire qu'elle ferait un signalement au procureur au titre de l'article 40, ce qu'elle n'a pas fait. Pour nous, ça ajoute encore au sentiment d'abandon dans la lutte très difficile que nous menons. Donc dans ces conditions, nous suspendons évidemment nos activités. Nous sommes en réflexion au sein de notre groupe. Les avis sont partagés sur le fait d'abandonner totalement nos activités. Moi, je suis partisan d'abandonner. Je pense qu'on a été au bout de notre mission, du rôle qu'on s'était donné de lanceur d'alerte. On a eu une dernière trahison de la ministre qui avait pris des engagements devant d'autres témoins associatifs le 31 août au ministère des Sports quand elle nous avait reçus. Elle avait pris des engagements sur des propositions concrètes qu'on lui avait faites. Elle n'a jamais tenu ses engagements. À ce moment-là, moi, j'avais proposé à mes collègues d'arrêter parce que on ne peut pas se battre en étant systématiquement abandonné, y compris quand on nous fait des promesses d'action. Bon, ensuite, ouais, il y a eu les événements. Enfin, les événements homophobes se sont multipliés quand même. Et nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de les dénoncer. Qui le fait à part nous? Qui le fait? Résultat des courses, on est obligé de s'exposer. Si personne ne le fait, donc nous, on s'expose. On dénonce, on demande des sanctions. Et bien, qu'est-ce qu'on récolte? Des centaines et des centaines d'injures homophobes et des menaces de mort. Alors, dans ces conditions, on peut se poser la question de continuer ou pas. Moi, je suis fatigué. Je pense qu'il faut que je réfléchisse à ce qu'on doit faire collectivement. Voilà. Pour l'instant, on est en réflexion et certains membres veulent qu'on continue. On vous tiendra au courant. Est-ce que vous pourriez... Ce qui nous semble important, nous, c'est de donner à voir et à entendre ce que c'est qu'un chant homophobe finalement, parce que je vais vous en faire écouter, hein, vous allez voir. Ouais, j'avoue que ça a fait un peu mal aux oreilles d'entendre « il faut tuer ces PD de Lyonnais ». Il se trouve que c'est un chant homophobe qu'on retrouve par les supporters de l'OM depuis au moins une dizaine d'années, vous voyez. Et ce chant-là, il est aussi disponible hein, sur YouTube, sur toutes les plateformes. Ça gêne personne. Ça gêne pas l'OM de laisser des supporters chanter ça par centaines et à chaque match. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? On donne à entendre et on donne à voir. On signale sur la plateforme de la LFP en partenariat avec la LICRA. Maître Adrien Raymond à votre disposition des dizaines de signalements de ces chants homophobes via la LICRA. On ne sait pas pourquoi il faut passer par la LICRA et pourquoi la LFP ne sanctionne pas d'elle-même. Ça, c'est une vraie question hein, qu'on pose à la commission d'enquête. Est-ce que vous trouvez qu'il faut tuer ces PD? C'est normal. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça tombe pas sous le coup de la loi? Est-ce que la loi, elle s'arrête là où un stade de football commence? C'est une question qu'on pose
à la commission. Bon, pour nous, non. La loi, elle s'applique partout. Et la banalisation, l'impunité de l'homophobie dans un sport aussi populaire que le football, avec 2 millions de licenciés, banalise l'homophobie dans l'ensemble de la société. Est-ce qu'il n'est pas temps d'agir contre ça? Que font la LFP, la FFF contre ça? Ces instances qui agissent par délégation de service public. Là, on pointe la responsabilité du ministère des Sports. On vous pose la question. Vous allez rencontrer la ministre. On aimerait savoir s'il ne faudrait pas conditionner l'octroi de la délégation de service public à certaines conditions. Si vous pouvez aussi nous expliquer à quoi vous faites référence. Merci. Quelles étaient ces propositions? C'est une principalement. Nous, on a demandé à ce qu'il y ait un dispositif qui soit mis en place pendant les matchs de foot, un dispositif tripartite entre le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, la DNLH, les directeurs sécurité des clubs et des associatifs LGBT. Dispositif tripartite avec commission d'observation pendant les matchs. Parce que quand vous avez des chants comme vous avez entendu tout à l'heure, PD, enculé, etc., les délégués de la Ligue n'entendent pas. Les arbitres n'entendent pas. Les joueurs n'entendent pas. Les joueurs, on nous dit, on leur fait porter des maillots arc-en-ciel, c'est fantastique, ça les sensibilise à l'homophobie. Mais enfin, nous, on remarque que pendant les matchs, il n'y en a pas un qui va voir l'arbitre en lui disant « Ah, ça fait un quart d'heure que j'entends PD enculé, maintenant c'est bon, vous arrêtez le match. Hein, » parce que les arrêts de match, c'est possible aussi en France. Hein. Donc on a dit à la ministre, on va mettre en place un dispositif, DNLH, directeur sécurité des clubs, et associatif LGBT. Et c'est ce qui se pratique un peu en Angleterre en première ligue. Et ça fonctionne. On identifie des supporters, on les traduit en justice, bam, condamné, interdiction de club, terminé. La ministre, on lui a expliqué ça, comme je vous le dis, elle avait eu auparavant le détail de cette proposition. Elle nous écoute, banco, elle valide. Très bien, alors on y va, quoi, parfait. Nous, on est raisonnable, on a dit, on va pas faire ça pour les 40 clubs du championnat de France, on va en prendre 3 à titre expérimental. Et avec son directeur de cabinet, on choisit 3 clubs. FC Metz, Saint-Étienne, l'OM. Et on se dit, maintenant, on va y aller. Hein. On dit à la ministre, on va s'appuyer sur la fédération LGBT qui regroupe tous les centres LGBT de France. Comme ça, on va pouvoir se déployer, quoi. On va trouver des militants associatifs qui seront là pendant le match. Après le match, on débrief. Ah oui, là, j'ai entendu telle tribune, entendu PD enculé. Bon, voilà, maintenant, le directeur sécurité, il dit oui, ça, je sais, c'est tel groupe de supporters, on va les convoquer, etc. Vous voyez, on fait ça intelligemment. Et le 12 octobre, la ministre envoie un courrier au club, co-signé avec le président de la Fédération française de football, LFP, et puis l'UCPF, pour dire au club qu'il faut renforcer la prévention. Alors, renforcer la prévention, ça fait 10 ans qu'on nous dit ça, et il ne se passe rien. Et vous voyez, leur prévention est tellement efficace qu'on voit la situation aujourd'hui de ce qui se passe dans les stades de foot. Bon. Donc depuis 2018, ils nous disent il faut faire de la prévention. Ils mettent aucun moyen dans la prévention. Ils s'entourent d'associations très peu critiques sur les faits d'homophobie. Nous appelons ça du pinkwashing. On dénonce un pinkwashing. Et le 12 octobre 2023, on continue. On y va encore avec les mêmes éléments de langage sur la prévention. Donc non. Et là, on compte vraiment sur vous pour que les choses changent réellement, qu'il y ait une prise de conscience. Et ça se fait en Angleterre. Franchement, on est à la ramasse. On est les derniers des derniers en France. Ça ne peut plus durer. On a été stupéfait, oui, de lire dans le Huffington Post au mois de juin que selon M. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, il n'y a pas de problème d'homophobie dans le football.
Et puis, ça n'a pas été la seule déclaration ulcérante de la part d'instances du football. Pour être très clair, il y a une défiance des instances du football par rapport à leur autorité de tutelle qui est la ministre des Sports. La ministre des Sports déclare en juin 2023 qu'elle veut une tolérance zéro contre les discriminations, dont l'homophobie. Quelques jours plus tard, M. Diallo prend la parole dans la presse pour dire qu'il n'y a pas de problème d'homophobie dans le football. C'est une défiance vis-à-vis de la ministre. Quelques jours plus tard, dans Le Parisien, c'est au tour de la LFP et de ses partenaires associatifs LGBT, censés lutter contre l'homophobie. Je cite, d'une seule voix, la LFP et ses associations disent que les sanctions sont inutiles en cas de manifestation d'homophobie. Ça, c'est factuel. Non seulement c'est scandaleux, parce que la loi doit s'appliquer, les règlements sportifs doivent s'appliquer, mais en plus, c'est inadmissible d'avoir des propos aussi irrespectueux par rapport à leur autorité de tutelle. Nous, on interprète ça comme un sentiment de toute puissance de la FFF et de la LFP. Ça doit cesser. Pour nous, cette défiance et cette toute-puissance doivent cesser. Je vais vous dire un exemple très significatif. En 2019, nous avons une vidéo d'un chant homophobe, OVA, bande de PD, du capot de Lens, du RC Lens, dans la tribune Marek, où c'est un chant qu'on retrouve sans arrêt. OVA, bande de PD, c'est O Valenciennes, bande de PD. Bon. On publie cette vidéo qui est reprise par 20 minutes, parce que le rôle des journaux, des journalistes est très important aussi dans ces histoires. En tant que lanceur d'alerte, on compte aussi beaucoup sur eux. Donc 20 minutes publie une information sur ce chant homophobe. Le préfet, effectivement, le préfet du Nord est informé qu'il y a un délit d'homophobie au stade Bollaert, et il fait un signalement au titre de l'article 40 au procureur de Béthune. Miracle, on applique la loi en ce qui concerne l'homophobie dans le football. Ça, c'était en 2019. Bon. Je crois que l'instruction est encore en cours. Des avocats, oui, comme vous dites. On aimerait bien savoir où ça en est. Si la commission d'enquête peut poser la question au parquet de Béthune, on serait très heureux de savoir où ça en est. Votre question, elle est très importante sur la responsabilité individuelle. Il se trouve que nous, quand on dénonce ce chant homophobe et que le capot est identifié, on a un échange avec la direction du club de Lens. Parce que nous, on aime bien discuter avec les clubs, voir un peu dans quel état d'esprit ils sont. Et là, la direction du club de Lens nous dit, écoutez, le capot, c'est un jeune père de famille qui est dévasté par ce qui lui arrive. Et ça va être très compliqué s'il y a un dépôt de plainte contre lui. Donc tout de suite, nous, humainement, on se dit, on ne prend pas la responsabilité de porter plainte contre cette personne. En revanche, on veut lui parler. Bon. On s'arrange avec le club de Lens pour se rendre là-bas, au stade Bollaert, pour rencontrer les supporters. Malheureusement, ces supporters n'ont pas souhaité nous rencontrer. Et ça nous interroge beaucoup sur la fameuse prévention de la LFP et de ses partenaires en direction des supporters. Si vraiment cette prévention elle était faite, les conditions seraient réunies pour qu'il y ait un dialogue. Nous, juste pour vous dire que on n'est pas des fous furieux. On veut pas. On considère que si la sensibilisation, elle avait été faite par les clubs, par la LFP, c'est d'abord à eux de prévenir ces supporters de ce qu'ils risquent. Ce pauvre homme qui est assez stupide pour dire bande de PD, s'il n'est pas prévenu de ce qu'il risque, eh bien, pour notre collectif, la responsabilité, elle est d'abord à la LFP, de prévenir tous ces supporters, attention, si vous continuez comme ça, vous allez avoir des problèmes avec la justice. Il y a des actions très simples à mettre en place. Les joueurs de l'équipe de France refusent de prendre position
ont refusé de prendre position pendant la Coupe du Monde au Qatar, alors que le Qatar, c'est un pays qui persécute les personnes LGBT qui sont passibles de la peine de mort. Et les joueurs de l'équipe de France ont été absolument incapables de demander le port du brassard One Love, alors que 7 fédérations européennes se sont battues pour porter le brassard One Love. Nous, en France, on est très en retard. Ça a été aussi une nouvelle occasion de vérifier le retard considérable qu'on a dans la lutte contre l'homophobie dans le football. Et M. Le Graët, à l'époque, s'était vanté, dans le Figaro, d'avoir été, je cite, un des leaders contre le port du brassard One Love. Voilà, M. Le Graët qui a eu une prise de conscience très, très spectaculaire, apparemment. Vous voyez, par exemple, on a eu Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, qui nous a quand même dit qu'il fallait respecter la culture du pays. Vous voyez, tuer les LGBT, les condamner à mort, ça relève de la culture ou ça relève de l'atteinte gravissime aux droits de l'homme? Vous voyez le niveau de non-formation, de non-sensibilisation qui vaut pour la FFF et qui vaut pour la LFP. On a une opération maillot arc-en-ciel dont se vante la LFP et ses partenaires associatifs LGBT. Bon, on voit qu'il y a de plus en plus de refus de porter ce maillot arc-en-ciel. Parce que cette opération, elle est mal faite. Et là, je crois que vraiment la commission d'enquête doit se pencher sur qui s'occupe de la responsabilité sociétale et environnementale, le RSE. Qui est en charge de ça? Depuis combien de temps? Quel est son bilan? Ce maillot arc-en-ciel, on leur met sur le dos, la veille du match de la journée des gays, là, le 17 mai, on leur dit, allez, maintenant les cocos, vous mettez le maillot arc-en-ciel. Ben, certains ont des convictions d'ordre religieuse, on va dire, qui leur posent problème, parce que on sait très bien qu'il y a des problèmes entre homosexualité et religion, quelle qu'elle soit. On le sait. Eh ben, peut-être que ça doit s'anticiper. On sait qu'il y a des joueurs très croyants, très pieux dans le championnat de France. Si la LFP et ses partenaires faisaient un travail intelligent de sensibilisation, ça peut être intéressant, ces maillots arc-en-ciel. Mais il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Dire, dans 6 mois, vous allez porter un maillot arc-en-ciel en signe de solidarité avec les LGBT. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Oui, alors ça pose problème, on va dire, allez, à 10 personnes. Bon, ben ces 10 personnes-là, on a 6 mois pour les accompagner, pour travailler avec elles sur leur blocage par rapport au port du maillot arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ben, on va les accompagner, on va aller voir l'association Le Refuge, par exemple, avec des jeunes LGBT qui sont chassés de chez eux par leurs parents du jour au lendemain. Ils ont 16 ans, 17 ans, ils se retrouvent à la rue parce qu'ils sont LGBT. Eh ben, les joueurs de football réfractaires, ils vont se déplacer, parce que c'est bien aussi quand ils se déplacent, quand c'est pas toujours les associations qui viennent voir les stars, qui se déplacent un petit peu, qu'ils écoutent ce que c'est d'être à 16 ans viré de chez soi. Peut-être que, pour la plupart d'entre eux, quelle que soit leur conviction religieuse, humainement, ils vont comprendre qu'on doit quand même défendre les LGBT. Au bout de quelques mois, peut-être que d'autres seront toujours réfractaires. Ils refuseront toujours de porter le maillot le 17 mai, mais ceux-là, eh bien, on pourra considérer que c'est une faute grave par rapport au contrat de travail. Ils auront été prévenus 6 mois à l'avance, on les aura accompagnés, on aura tout fait pour qu'ils le portent. S'ils ne veulent pas, eh ben, ils sont virés du club. Eh ben, c'est pas grave, parce que dans le monde, il y a 80 pays où l'homosexualité est pénalement répréhensible. Donc ils n'auront aucun mal à trouver un autre championnat dans le monde où ils pourront jouer. Au Qatar, en Arabie Saoudite, en ce moment ça recrute beaucoup. Donc voilà. Mais on aura été au bout, on aura prévenu, on aura fait de la sensibilisation intelligente, ce que la LFP, évidemment, ne fait pas. Une question. Cette année, il y a eu une réforme de ce qu'on appelle la licence club, c'est-à-dire la licence que la LFP accorde au club pour pouvoir disputer le championnat de France et donc avoir touché les droits de télé. Et dans cette réforme,
Il y a eu un article de l'équipe là-dessus. La LFP s'est vantée d'avoir changé le barème et d'avoir introduit, dans le cadre de la RSE, la question des discriminations. Je vous explique très rapidement. Pour avoir la licence club, les clubs doivent remplir certains critères qui valent un certain... Il y a un total de 10 000 points. Et les clubs doivent obtenir 7 000 points pour avoir la licence club. Quand on regarde le détail des critères, eh bien, l'état de la pelouse compte pour 1300 points. L'état de la pelouse, 1300 points. Un atelier de sensibilisation sur l'homophobie ou le racisme, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas faire du tout d'atelier de sensibilisation sur l'homophobie, c'est 100 points. Le respect des LGBT pour la Ligue de foot professionnelle vaut 13 fois moins que l'état de la pelouse. Si vous voulez un indicateur chiffré du mépris de la LFP et des clubs sur la question de l'homophobie, ben vous l'avez. Comme vous le savez, il a déclaré, il n'y a pas si longtemps, qu'il n'y avait pas de problème d'homophobie dans le football. Donc on est dans la droite ligne de Noël Le Graët. Il n'y a aucun changement. Il est là, il est à la FFF depuis 2 millions d'années, Monsieur Diallo, c'est un homme du sérail. Donc a priori, il peut essayer de... Enfin, comment dire, il peut bouger sous la pression, mais à la marge. Par exemple, quand il est réélu, il y a un COMEX, un comité exécutif à la FFF. Ils sont quand même chargés de définir le football d'aujourd'hui et de demain. Ça doit quand même réfléchir un petit peu au niveau du COMEX. Ils ont des moyens à la FFF, ils ont beaucoup de moyens. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu réfléchir, d'ailleurs peut-être avec des orientations données par le ministère, réfléchir à la gouvernance et peut-être intégrer des associations de lutte contre les discriminations pour faire évoluer les statuts, les objectifs, les missions, les moyens de la FFF. Est-ce que ce travail de réflexion pour définir un projet pour le football de demain a été fait? Bien sûr que non. On reste dans le même conservatisme et on n'en sort pas. Deuxième question sur le match OM-OL. Nous, on a mis en évidence des chants homophobes de supporters de l'OM contre Lyon. Ils sont avérés, ce sont des faits matériels. Et on a été de nouveau abasourdis quand on a entendu le procureur de la République de Marseille, M. Nicolas Besson, qui poursuit uniquement les faits de racisme des supporters lyonnais. Il a bien raison. Les saluts nazis, etc., ça doit être condamné. Mais pourquoi est-ce que la justice française ne prend pas en compte les délits d'homophobie dont on a la preuve matérielle? Expliquez-nous. Et ça a eu lieu dans le stade Vélodrome, pas à l'extérieur. Donc si, après, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on parle de faits d'homophobie qui ont eu lieu dans le stade Vélodrome. Et d'ailleurs, M. Benoît Payan, le maire de Marseille, la ville est propriétaire du stade Vélodrome. Je vous ai fait écouter les chants « Il faut tuer ces PD » des supporters de Marseille. Pourquoi est-ce qu'un maire, qui est propriétaire d'un stade, ne réagit jamais? Idem pour Madame Hidalgo. On parlait des faits d'homophobie de PSG-OM. Pourquoi est-ce qu'elle réagit pas? Elle peut faire un signalement article 40. Ça l'intéresse pas? Je suis un peu en colère, mais enfin, il faudrait peut-être s'interroger sur la responsabilité des maires propriétaires des équipements sportifs où il y a des faits d'homophobie et qui ne font rien. Même pas un tweet. Nous, on fait la démonstration que sans subvention, déjà on reste indépendant, donc c'est pas mal. Et puis en plus, voyez, il nous suffit d'avoir des ordinateurs, un abonnement Prime Video, faire des communiqués de presse, etc. Et puis surtout travailler, voyez, travailler. Beaucoup travailler. Pas seulement attendre de dire du bien de la LFP, parce que voilà,
comme ça nous permet d'exister, etc. Nous, on n'a que des coups à prendre. Vous voyez, c'est important quand même de voir que la forme lanceur d'alerte a aussi son rôle. Vous voyez, mais j'ai une proposition à vous faire, enfin à leur faire. Le 25 mai 2024, c'est la finale de la Coupe de France. Et ça tombe une semaine après le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Alors, monsieur Philippe Diallo, si tout à coup ça l'intéresse, la lutte contre l'homophobie, eh bien, qu'il fasse quelque chose pour la finale de la Coupe de France. Quelque chose, mais pas en catimini, hein, un truc bien préparé, avec une action qui a du sens sur la lutte contre l'homophobie. Voilà, ça c'est une proposition officielle qu'on fait à monsieur Philippe Diallo. Le 25 mai prochain, finale de la Coupe de France, il est décidé à lutter contre l'homophobie. Ben tiens, qu'il fasse quelque chose avec les joueurs qui seront en finale ce jour-là. Il y a des pays qui sont en avance. Hein. C'est pas compliqué hein, d'être en avance sur la France à ce niveau-là. La Hollande. On a travaillé avec l'avocate du Vincent Labrune hollandais, hein, du président de la fédération de la LFP hollandaise, parce qu'ils ont pris le problème très au sérieux. Ils avaient des problèmes d'antisémitisme aussi, beaucoup. Parce que l'extrême droite en Flandre et en Belgique, bon voilà, c'est compliqué. Donc ils ont mis en place un système tolérance zéro qui est très bien passé. Et puis ils ont aussi eu des actions de visibilité. Par exemple, la fédération hollandaise de football a son char à la Marche des Fiertés. Ça coûte pas grand-chose, ça, mais on aurait bien aimé voir Noël Le Graët sur un char à la Gay Pride. Ça aurait été intéressant. En tout cas, c'est possible. Vous voyez, c'est vraiment un manque de volonté. Parce que c'est pas très compliqué. Et pourtant, c'est vachement important. Vous voyez, la sensibilisation, c'est cher. Ok, c'est cher. Mais un Kylian Mbappé, un Jules Koundé qui dit « Mon coéquipier est gay », mais moi, ça me dérange pas. Tant qu'il sait bien jouer au football, ça me va. Bah, là, vous sensibilisez tout d'un coup 2 millions de jeunes. On fait des économies, ça coûte 0 €, c'est juste une prise de parole. Ouais, les arrêts de match. C'est pas génial les arrêts de match parce que ça sanctionne tout un stade. Évidemment, ça arrête tout un match. Bon, après, il y a une procédure en 3 temps. Hein. Premier temps, un avertissement. Si ça continue, deuxième temps, une interruption de match pendant 20 minutes, ils reviennent. Troisième temps, si vraiment ils insistent pour continuer les chants homophobes, hop, match arrêté définitivement. Nous, on n'est pas satisfait de ça, mais en même temps, il faut bien faire quelque chose. Quand il y a des cris de singe, imaginez des cris de singe pendant une demi-heure. Non, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer un match dans ces conditions. Il y a des enfants dans les stades, il y a des enfants devant les écrans de télévision. D'ailleurs, on a porté plainte contre Amazon, le diffuseur de la Ligue 1. Hein, c'est dans la presse d'aujourd'hui, parce qu'ils ont une responsabilité de diffuseur aussi. Et s'ils veulent vendre leurs droits télé 1 milliard d'euros, ben, il faut qu'ils s'attendent à ce que nous, eh bien, on demande des arrêts de match et qu'on fasse condamner aussi. Et puis, ils vont se débrouiller pour vendre 1 milliard d'euros des droits télé pourris de matchs qui seront indiffusables. Voilà. Qu'est-ce que pourrait faire Amazon ? Couper le son Ah, mais ça, c'est à eux de se débrouiller. S'ils veulent vendre des matchs pourris, c'est leur problème. Nous, on dit juste, c'est des matchs pourris par l'homophobie. Après, ils feront autre chose. Enfin, ils diffuseront du patinage artistique, ce qu'ils veulent, mais des sports où il n'y a pas d'homophobie. Bah, les arrêts de match, si le travail de sensibilisation était fait, comme on nous le promet depuis des années et des années, on n'en serait pas là. Le problème, c'est que quand il y a eu la circulaire FIFA en juillet 2019, comme ils n'avaient pas fait le travail de prévention, bah, ça leur a sauté à la figure. Donc, et puis sur la gradation des sanctions, vous avez le règlement de la LFP qui est très bien fait. Il y a une gradation, individualisation des sanctions. Il suffit d'appliquer le règlement. Et j'ajouterais que ce serait pas mal d'intégrer
des associations LGBT dans les commissions de discipline. Vous voyez, il y a tout un arsenal de choses à faire, et comme disait Adrien, c'est juste la volonté qui manque. Merci à vous, messieurs.